Et cette courbe, elle est construite à partir de fonctions, je sais pas, genre trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, des exponentielles, des logarithmes, enfin des trucs pas très sympathiques à manipuler. Ok? Bien. Alors, cette explication sur l'origine des développements limités vient naturellement après des réflexions, quelques théorèmes sur la recherche de limites. Qu'est-ce que c'est en fait un équivalent, oui, et comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on peut trouver ou changer en fait la nature d'une fonction lorsqu'on veut regarder une limite particulière, et en particulier, vous vous souvenez, quand on est face à des formes indéterminées, oui, plus l'infini, 0 sur 0, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et vous allez voir qu'il y a donc une approche complémentaire qui est très importante en mathématiques, qui va consister en fait à trouver un équivalent, mais un peu plus sophistiqué, pour la fonction en un point quelconque de la courbe qui nous intéresse. Okay. C'est ça l'idée derrière les développements limités. Je peux modéliser simplement une fonction par un réel, par un point. Okay, le point qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, je peux modéliser, par exemple, si c'est ce point qui m'intéresse, imaginons ce point, alors on va appeler, par commodité, petit e. Non. Allez, petit alpha. Presque pareil. Donc, une première manière qu'on n'a pas discutée hier, mais regardez bien, c'est finalement de dire, eh bien, je vais modéliser ma fonction par une fonction constante. Et donc, constante, ça veut dire qu'en fonction de x, ça ne change pas. Oui, donc, c'est une droite horizontale qui passe par ce point. Et donc, si on commence comme ça, donc on va l'écrire ici, pour bien caler notre raisonnement jusqu'au bout, eh bien ici, en ce point, f de a égale y en a. Et f, c'est un réel, par exemple. On est d'accord? Bien. Alors évidemment, si on regarde ce qu'on a fait hier, si on compare en fait cette approche, encore plus simple que l'approche de la tangente, on peut se dire, pourquoi c'est pas très bon? Parce que si je regarde maintenant la dérivée en ce point, eh bien la dérivée de ma fonction y prime de a, elle a une certaine valeur, ok? Je sais pas moi, w. Mais évidemment, la dérivée de f de a, qui est une constante, c'est égal à 0. Vous êtes d'accord? Donc, par cette approche, les dérivées ne collent pas. Elles ne sont pas égales. Vous me suivez? Ça va jusque-là? Bien. Donc, ça, c'est, si vous avez compris ça, l'étape suivante. Donc, l'idée, en fait, de grand mathématicien comme Taylor, c'est de dire, finalement, au lieu de prendre une droite affine de type y égale ax plus b, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un polynôme? C'est-à-dire que j'augmente le degré de mon polynôme, je vais introduire un x au carré. Et x au carré, à ce moment-là, vous avez une parabole, une hyperbole, quelque chose qui est courbé. Vous êtes d'accord? Et donc, évidemment, quand c'est courbé, dessiné en rouge, c'est potentiellement quelque chose qui peut mieux rendre compte encore de ma fonction, évidemment exactement ce point, mais aussi quand je m'écarte un tout petit peu du point. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'arrive à trouver l'équation de cette parabole, eh bien, c'est quelque chose qui va encore mieux fitter, ajuster en français, ma courbe difficile à manipuler. À partir du moment où on veut avoir un polynôme, cette fois-ci, au carré. D'accord? On va le mettre ici juste, il y a un x au carré, et puis il y aura peut-être un x et puis un y. Un x et une constante, pardon.
Donc on va garder en fait la même, et la formule Taylor est indiquée déjà ici, hein, donc on va voir si on la retrouve, et on va garder la même approche qu'on a utilisée pour retrouver l'équation de la tangente. Ça veut dire que on ne va pas écrire y égale ax au carré plus bx plus c, on va directement introduire x moins alpha, oui, au lieu de x. Parce que vous allez voir que ça simplifie beaucoup les calculs, comme on l'a fait pour l'équation de la tangente. Est-ce que vous me suivez quand j'explique ça? C'est important. Hein. Ça veut dire en réalité que nous, on fait un changement de repère, hein, et qu'on considère que notre point d'origine, c'est alpha, et pas 0, qui va être égal à quelque chose du style a x moins alpha au carré plus b x moins alpha plus c. D'accord? C'est notre hypothèse. Et vous allez voir qu'en écrivant les choses de cette manière-là, c'est très facile de trouver A, B et C. Très facile. Alors, comme d'habitude, il y a des conditions pour que ça marche, cette histoire-là. Et les conditions, on les connaît, on les a déjà exprimées une fois, et maintenant il y a une condition supplémentaire. Première condition, on veut que y en alpha soit égal à f en alpha. On veut que y' en alpha soit égal à f' en alpha. Et en plus, maintenant, on veut que la dérivée seconde, ok, eh bien, f seconde en alpha soit égale à y seconde en alpha. Et on va écrire simplement ces trois conditions, et en les écrivant, vous allez voir, on va trouver très facilement A, B et C. On y va? Donc c'est simple, hein, vous savez faire ça. Donc premièrement, on écrit y en alpha, je veux que ce soit égal à f en alpha. Et ça veut dire quoi? Ben, si on est en alpha, regardez, ici c'est 0, vous êtes d'accord? Ici c'est 0, et il reste quoi? C. Donc ici C. Ben, ça veut dire, ça y est, on a trouvé C. Vous êtes d'accord? Donc ici, je vais l'écrire au-dessus en rouge. Ici, on a bien ma fonction, c'est y, donc y en alpha. Oui, ouais, on va l'écrire comme ça. Ensuite, on écrit que y' en alpha, je veux que ce soit égal à f' en alpha. Donc on va regarder que vaut f'. Alors, ici, il faut faire la dérivée, hein, évidemment. Alors, on y va. Et donc maintenant, en alpha, ça c'est la dérivée de la fonction. En alpha, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est nul. Vous êtes d'accord? Donc ici, ça part, et il reste b égale, en fait, la dérivée, okay, de ma fonction en alpha. Et troisième condition, je veux que la dérivée seconde, les deux dérivées secondes, soient aussi égales. C'est bon? Ou sinon, ça ne fit pas bien. Donc ça veut dire que y seconde en alpha, je veux que ce soit égal à f seconde en alpha. Donc f seconde, ben, ça fait combien? Si on continue à dériver, on avait la dérivée ici, il ne reste plus que 2a. Vous êtes d'accord? Et donc, on a la valeur de a, c'est f seconde de alpha, ou y seconde de alpha, sur 2. f3 de x, ça sera quelque chose qui est donc y en alpha, plus y' en alpha x moins alpha, plus y seconde en alpha sur 2, x moins alpha. Oui? Alors évidemment, c'est pour ça qu'ici, il y a un terme qu'on va nommer yx
x moins, alors ici c'est marqué x0 dans la formule que j'ai écrite, mais chez nous c'est un alpha. Et maintenant, si vous comparez, nous c'est la fonction y hein, qui m'intéresse, y, elle est à peu près égale, hein, évidemment, à f3 de x. Mais si on veut, c'est ça la formule de Taylor-Young, si on veut écrire ici un égal, il faut rajouter quelque chose, et ce rajout, hein, c'est une petite fonction, x moins alpha, mais cette fonction tend vers 0 hein, lorsque x tend vers alpha. Maintenant tu te dis, bon, moi je veux aller encore plus loin, je veux que ma fonction polynôme, hein, qui est censée représenter ma courbe complexe, elle soit une fonction polynôme d'ordre 3, avec un x au cube. Okay, et donc, je fais l'hypothèse, parce qu'on a vu que ça marche bien, hein, que c'est facile de faire des calculs comme ça. On va considérer que ma fonction, qu'on va appeler cette fois-ci, alors, il faudrait que je mette plutôt les 4, les 1, tout ça, en bas, ça serait quand même mieux. Sinon, on confond avec la dérivée. Donc, c'est f4 de x. Ça va être quelque chose du style a x moins alpha au cube plus b x moins alpha au carré plus c x moins alpha plus d. Oui? C'est pas très difficile de faire les calculs, hein, mais encore une fois, l'expérience montre, surtout en première année à l'université, que vous auriez tout intérêt à refaire ces calculs tranquillement chez vous, oui, pour être sûr de les maîtriser étape par étape. Donc qu'est-ce qu'on veut, nous? Cette fois-ci, on veut 4 conditions. On veut que y en alpha soit égal à f en alpha. Okay, on veut que y' en alpha soit égal à f' en alpha. Pareil pour les dérivées secondes et pareil pour les dérivées troisième. Oui? Et donc on écrit ça. Et c'est grâce à cette écriture, évidemment, qu'on va trouver A, B, C et D. Hein, et vous allez voir, on va commencer à bien montrer qu'on s'approche hein, de cette écriture générale, hein, où on voit donc hein, le F, Y hein, de alpha. Ici, c'est marqué F de X0, si vous voulez. Et ensuite, une somme, hein, vous avez vu, hein, une somme de termes, puissance ici K. Oui, et on va y arriver. Hein. Alors, on y va. Eh bien, premièrement, hein, y en alpha, je veux que ce soit égal à f4 en alpha. Et donc, là c'est facile, hein, 0, 0, 0, et on obtient bien d, hein, comme tout à l'heure. Donc ici, vous voyez bien, chaque fois l'écrire en rouge. Ici, c'est donc la fonction y en alpha. Le d, hein, c'est donc la valeur de ma fonction complexe en ce point. Vous voyez bien, c'est f en x0. On le trouve hein, à chaque fois dans la formule de Taylor. Ensuite, on dérive. On veut que y' en alpha soit égal à f4' en alpha. Donc, on dérive notre équation. Et qu'est-ce qui va me rester? Ici, il va me rester un terme en quoi? Dérivons ça, allez, ça, on va le faire, hein, parce que ça c'est vous devez savoir faire, vous avez travaillé sur les dérivés au premier semestre de cette année. Dériver cette fonction, qu'est-ce que j'écris ici? Bon, évidemment, le terme d disparaît. Ici, qu'est-ce qui va me rester? Un c. Ici, donc ici un 2b x moins alpha, ok? Et ici x moins alpha carré. Oui, quelque chose comme ça. C'est bon? Alors, en alpha, maintenant, évidemment, ça devient nul, vous êtes d'accord? Vous comprenez l'intérêt d'écrire toujours x moins alpha. Hein, vous voyez que ça simplifie évidemment énormément les calculs. Et donc, on trouve tout de suite que c, comme tout à l'heure, eh bien, c'est hein, évidemment y' en alpha. OK? Voilà. On continue. On veut maintenant aussi que
y seconde en alpha égale f seconde 4 en alpha. Et donc, quand on fait f seconde, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Un 6a x moins alpha, hein, plus 2b. Oui. En alpha, ce terme devient nul, et on trouve que la dérivée seconde, oui, de mon polynôme, qui est égale à la dérivée seconde de ma fonction, c'est égal à 2b. Donc ici, hein, évidemment, on voit que, on l'avait déjà vu tout à l'heure, hein, f seconde en alpha sur 2, c'est la valeur de b. Oui, b, c'est ça divisé par 2. C'est OK? Et enfin, dérivée troisième, donc souvent on peut l'écrire comme ça, 3 en alpha égale ma fonction 4 dérivée troisième en alpha, ben, c'est facile, hein, vous voyez bien que ça fait 6a. On est d'accord? Oui? C'est une constante. Donc, a égale, eh bien, la valeur, hein, de la dérivée troisième de ma fonction en alpha divisé par 6. De x, hein, qui est censé représenter une grande partie de ma fonction complexe, c'est donc quoi? Y en alpha, ok? Plus, eh bien, on va faire y prime alpha x moins alpha, plus y seconde en alpha divisé par 2 x moins alpha au carré, et plus y dérivée troisième en alpha sur 6 x moins alpha au cube. Correctement, hein, en respectant correctement les notations, on a, nous, alors on va garder mon point alpha, si vous voulez, d'accord, pour rester en phase avec notre exemple. Et je vais introduire la valeur k, parce que ici j'écris k, il peut aller jusqu'à n, oui, mais c'est l'ordre. Donc ici, on a f, quand on écrit comme ça, c'est la dérivée kème de la fonction. Donc, première dérivée, deuxième dérivée, sur k factoriel, x moins alpha, pardon, et ici il faut mettre, hein, f de alpha. Oui, voilà. Okay. Et ici, bien évidemment, puissance k, plus, hein, n'oubliez pas, x moins alpha. Voilà. Et là, on se relie encore une fois, c'est correct. Vous voyez, le k représente, hein, le degré de dérivation de ma fonction. Donc, dériver une première fois, k vaut 1. La dérivée seconde, k vaut 2. Dérivée troisième, k vaut 6, etc. On l'a montré ici, hein, ok? Là, oui, sur l'exemple. Donc, maintenant, pour vous, c'est évident. Et on écrit toujours les choses comme quand on exprime l'équation de la tangente. X moins alpha. Hein, alpha, c'est le point où je veux que le développement limité rende le mieux compte de ma fonction complexe, puissance k. Ok? Donc c'est le même, hein, vous voyez bien. Et on rajoute évidemment cette petite différence. Est-ce que maintenant c'est clair?